Si je vous demandais, selon vous, qui est votre personnage cinématographique préféré? Beaucoup me diraient Jack Sparrow, Iron Man ou encore Shrek. Pour ma part, il s'agit de Thanos. En effet, j'ai toujours préféré les méchants aux héros. Pas parce que je suis profondément dérangé mentalement, ni parce que j'ai un goût prononcé pour le désordre, mais tout simplement parce que ces personnages sont très souvent mieux développés que les protagonistes. Lorsqu'on regarde les meilleurs antagonistes qui soient, le récit commence par une injustice, une situation révoltante et non justifiée qui arrive à un innocent, ce qui ensuite va mener à l'émergence d'une figure extrême. Cette figure extrême n'apparaît pas par plaisir, ni par soif gratuite de chaos. Elle apparaît parce que le système a échoué et parce que le monde n'a laissé aucune autre option. Et c'est là que le méchant devient intéressant. Contrairement aux héros qui agissent pour préserver l'ordre existant, aussi imparfait soit-il, ces antagonistes veulent le changer. Parfois violemment, parfois radicalement, mais presque toujours pour répondre à une injustice réelle. Le problème, c'est que le cinéma de super-héros ne sait pas quoi faire de ce genre de personnage. Parce que lorsqu'un méchant ne veut pas simplement détruire le monde, mais qu'il pose une question politique, morale ou sociale, il devient dangereux. Dangereux non pas pour le héros, mais pour le récit lui-même. Un producteur de film a un devoir commercial, mais surtout moral. Il faut que le message soit lisse et qu'à la fin du film, il ne sème surtout pas le désordre. C'est pourquoi, peu importe comment il a commencé, le film applique toujours la même sentence pour ce genre de personnages. Il les neutralise. Soit en les tuant, soit en remettant en doute leurs raisons, soit en les faisant aller trop loin juste assez pour décrédibiliser leur discours et justifier leur oubli. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser une vraie question. Pourquoi ceux qui pointent des problèmes tout en essayant de les régler par l'extrême en deviennent toujours un à leur tour? Pourquoi ceux qui pointent du doigt les failles du monde ne peuvent jamais espérer gagner, ni même survivre avant le générique final? Certains mondes ne sont pas injustes par accident. Ils sont soigneusement entretenus pour le paraître. La vie n'est pas juste. N'est-ce pas, mon ami? Certains naissent dans l'abondance. D'autres passent leur vie dans l'obscurité, à quémander des miettes. Lorsque Scar prononce cette phrase, il ne cherche ni à séduire, ni à provoquer. Il annonce un constat brut, froid, presque banal, mais profondément dérangeant. Dérangeant parce qu'il décrit exactement le monde du roi lion, et bien au-delà, le nôtre. Dans cet univers, l'injustice n'est pas une anomalie, elle est structurelle. Les lions vivent dans l'abondance, au centre du territoire, protégés par un ordre sacré. Les hyènes, elles, sont reléguées à l'extérieur, condamnées à survivre dans un environnement stérile. Cette séparation n'est jamais présentée comme un problème moral, mais comme une conséquence naturelle du cycle de la vie. Autrement dit, le monde est inégal, mais cette inégalité est rendue acceptable par le récit. Scar refuse précisément ce récit en affirmant justement que la vie est injuste. Il retire toute la dimension sacrée de l'ordre établi. Il ne parle ni de destin, ni de sagesse ancestrale, ni d'équilibre cosmique. Il parle de répartition, de privilèges et de hasard de naissance. Il met des mots simples sur une réalité que le film préfère dissimuler derrière la poésie. Certains ont tout sans jamais lutter, d'autres n'auront jamais rien, quels que soient leurs efforts. C'est là que cette phrase devient dangereuse. Si la vie n'est pas juste, alors l'ordre qui en découle ne peut moralement pas l'être. Et s'il ne l'est pas, le défendre devient un choix politique, pas une évidence naturelle. Le spectateur n'est plus simplement invité à soutenir le héros, il est contraint de s'interroger sur ce qu'il défend réellement. Non, je ne serai pas toujours le maître. Un jour, c'est mon fils qui régnera à son tour. Simba deviendra ton roi. Alors longue vie au roi. Taka a raison sur le diagnostic, mais il est discrédité par ses actes, afin que sa parole, elle, ne survive pas à sa chute. On ne débat pas avec quelqu'un qu'on a déjà décidé de haïr. On ne réfléchit pas à une idée lorsque celui qui le porte est déjà jugé indigne. Pourtant, Scar ne crée pas l'injustice qu'il décrit. La misère des hyènes existait avant et après lui. Il est simplement celui qui ose dire que cet ordre n'est pas convenable et surtout qu'il ne l'a jamais été. C'est précisément pour cette raison qu'il doit perdre. Non parce qu'il a tort, mais parce qu'admettre qu'il a raison, même partiellement, ferait s'effondrer le mythe. Mythe sur lequel repose le monde du film et par filigrane celui de nombreux systèmes bien réels. Et cela, Disney ne peut pas l'assumer. Le cas de Scar est d'autant plus particulier qu'il est extrêmement subtil et destiné aux enfants. Le problème n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il révèle. On le résume souvent à un traître jaloux, un oncle amer, prêt à tout pour le trône. Et cette lecture est volontairement réductrice, car il n'est pas seulement un opportuniste. Il est un contre-exemple vivant au fonctionnement de cet univers, car cette utopie n'en est une que si nous prenons le parti des vainqueurs. Dans le Roi Lion, l'ordre du monde repose sur une idée simple, presque sacrée. Un système présenté comme naturel, juste et immuable. Les rois règnent parce qu'ils doivent régner.
Les forts dominent parce que c'est ainsi que le monde fonctionne, mais Scar ose poser la question que personne ne veut formuler. La justice existe-t-elle ailleurs que dans nos têtes? Une fois cette barrière franchie, l'objectivité nous force à admettre qu'absolument rien n'est parfaitement égalitaire. Personne ne naît avec les mêmes chances, ni même avec les mêmes droits de rêver. Taka ne vient pas de l'extérieur, il ne dénonce pas un monde qu'on lui a refusé. Il dénonce un monde dont il fait partie, mais auquel il n'a jamais réellement eu accès. Il est prince sans avenir, un héritier condamné à rester dans l'ombre, non pas par manque de mérite, mais parce que sa naissance en a décidé ainsi. Pour ce qui est de l'intelligence, je me taille la part du lion. Mais en ce qui a trait à la force physique, je crains que mon grand frère en sera toujours le maître. Il n'est pas exclu, il est invisible. Et cette invisibilité est essentielle, car elle révèle une vérité dérangeante. Dans ce monde prétendument harmonieux, tout le monde n'a pas sa place, car les ambitions individuelles doivent se heurter à l'ordre établi. Le cycle de la vie est représenté comme une loi morale, mais Scar le voit pour exactement ce qu'il est réellement, un discours de légitimisation du pouvoir. Les lions mangent les autres animaux, puis expliquent que c'est pour l'équilibre. Les rois règnent, puis expliquent que c'est naturel. Scar ne détruit pas le système, il tente de l'exploiter. Il applique ses règles jusqu'au bout. Loi du plus fort, manipulation, élimination du rival. Car finalement, pourquoi ses rêves auraient-ils moins de valeur que ceux des autres? Et c'est pour cela qu'il est insupportable pour le récit. Car aussi troublant que cela puisse paraître, il gagne sans trahir les règles. Le problème n'est pas le moule, mais les fissures qu'il met en lumière. Une fois au pouvoir, il règne mal. La terre devient stérile, la famine s'installe, le chaos règne. Mais la question demeure. Est-ce lui qui détruit le royaume ou un système déjà fragile qui ne tenait plus qu'à un fil? Le film fait un choix clair, tout mettre sur son dos. Car c'est plus simple, c'est un coupable parfait. Scar devient la cause de tous les maux. Pas la hiérarchie figée, pas l'absence de remise en question du pouvoir. Car reconnaître qu'il est le produit logique d'un système défaillant reviendrait à admettre que le problème n'est pas l'individu, mais l'ordre lui-même. Une idée impensable pour le récit. Car cela voudrait dire qu'arrêter Scar n'aurait en réalité rien changé à ce monde imparfait, qui finira tôt ou tard par faire émerger une figure semblable. Taka ne prétend pas être juste, il ne promet pas un monde meilleur, il ne se cache pas derrière la morale. Et pourtant, il commet l'irréparable. Il prouve que le trône n'a rien de sacré, qu'un roi peut être remplacé, qu'un héritier peut être contesté, que la légitimité n'est qu'un récit bien raconté, où certains sont prédestinés à régner et d'autres à se soumettre. Le film ne peut naturellement pas assumer cela, alors Scar doit être écrasé, humilié, dévoré par ceux qu'il a utilisés. Sa mort n'est pas seulement une punition, c'est une restauration symbolique de l'ordre. Le bon roi revient, la terre refleurit, le doute disparaît. Mais lorsqu'on lit entre les lignes, une réalité saute aux yeux. Le véritable crime de Scar n'est pas d'avoir été cruel, mais d'avoir rêvé d'une condition que l'ordre des choses ne lui permettait pas d'avoir. Connaissez-vous l'expression « la fin justifie les moyens » ? Elle sous-entend que si l'objectif est suffisamment grand, suffisamment important, alors les méthodes utilisées pour l'atteindre deviennent acceptables. Et c'est précisément à partir de cette idée qu'émerge l'antagoniste le plus intéressant qui soit. Un être qui ne se dit pas « je suis le méchant », mais plutôt « je fais quelque chose de terrible aujourd'hui pour empêcher quelque chose de pire demain ». Il n'agit pas sans raison, mais parce qu'il estime que l'inaction est plus immorale que la violence. Eric est le fils d'un prince du Wakanda, mais il grandit sans le Wakanda. Son père est tué par le roi, pendant que le royaume le plus avancé du monde choisit de ne rien faire. Ce n'est pas pour lui une erreur ni un oubli. C'est un choix politique. Le Wakanda décide que cet enfant pourtant héritier légitime ne mérite ni protection, ni vérité, ni avenir. Il est sacrifié pour préserver le secret et le confort d'un système qui se veut moralement supérieur. Eric n'est pas rejeté parce qu'il est dangereux. Il est rejeté parce qu'il est gênant. Parce que son objectif en lui-même n'est pas monstrueux. Il ne veut pas détruire le monde. Il ne veut pas régner par pur ego. Il veut utiliser les ressources du Wakanda, sa technologie, ses armes et son avance sur le reste du monde pour libérer ceux qui ont été opprimés, réduits au silence et oubliés par l'histoire. Dans son esprit, le Wakanda n'a pas seulement le droit d'intervenir, il en a le devoir moral, car l'inaction, c'est déjà choisir un camp. Eric ne se bat pas pour la paix, il se bat pour l'équilibre, un équilibre obtenu par la force, parce que selon lui, c'est le seul langage que le monde ait jamais compris. Et c'est précisément là que son objectif à lui devient gênant. Il ne demande pas l'autorisation et ne négocie pas. Il impose sa vision, froidement, soudainement, définitivement. Parce qu'il a grandi dans un monde où la patience n'a jamais été récompensée, où la non-violence n'a jamais protégé personne. Son projet n'est pas une folie soudaine. C'est le résultat logique d'une vie entière passée à observer que malheureusement, les paroles ne déplacent pas des montagnes. Le véritable malaise, c'est que si l'on isole ses objectifs de ses méthodes, Eric Killmonger devient difficile à rejeter.
aider les opprimés et mettre fin à l'hypocrisie des plus puissants en cessant de détourner le regard. Ce sont précisément ces idées qui le rendent si dangereux pour le récit. Parce qu'un objectif compréhensible force le spectateur à douter, car c'est à partir de ce constat qu'on se dit « tiens, il n'a objectivement pas tort ». Et le doute, c'est exactement ce que le cinéma de super-héros essaie d'éviter, car la règle numéro 1 est de neutraliser une menace émergente, pas d'en cibler une existante. Lorsque le héros fera le nécessaire, il faut aucune once d'amertume dans l'esprit du téléspectateur. Parce que bien que le combat est justifiable, les méthodes, elles, ne doivent pas être inacceptables. Et c'est dans cette zone grise entre justice et vengeance que le cinéma, lui, commence à se réguler. Parce que reconnaître que le combat d'Eric est légitime, ce serait admettre que le monde qu'on nous présente comme stable et juste ne l'est pas. Et c'est là où le film Black Panther est très réussi, car même le personnage de T'Challa a du mal à prendre fermement parti en ce qui concerne les ambitions du super-vilain. Au premier abord, il semble méfiant, mais finit par faire la part des choses car il comprend que lui aussi est une victime dont sa propre lignée est le responsable. Et lors de leur confrontation finale, il semblera éprouver envers lui une certaine forme de respect, et un regret à l'égard du sort qui semble se dessiner sous ses pieds, car même lui comprend que c'est injuste. Eric met le doigt là où ça fait mal. L'abandon des populations noires, la violence systémique et surtout l'hypocrisie d'un Wakanda prospère, qui a choisi de regarder ailleurs pendant que le monde, lui, brûle. Et une fois de plus, le film ne peut pas l'assumer jusqu'au bout, pour la simple et bonne raison que ce constat se reflète à beaucoup de nations réelles. Alors le récit enclenche un mécanisme de défense. Il ne répond pas à ses arguments, il répond à ses méthodes. Progressivement, Killmonger cesse d'être un homme en colère, pour devenir une menace globale. Un révolutionnaire qui s'associe avec des terroristes. Pourquoi? Parce qu'un terroriste, on l'écoute pas. On ne débat pas avec lui, on le met tout simplement hors d'état de nuire, car qui se soucie de ce qu'il pense? À partir du moment où ses actes dépassent une certaine ligne, le spectateur est rassuré. La question n'est plus « a-t-il raison ?», mais « comment l'arrêter ?» Et c'est précisément là que le récit reprend le contrôle. En transformant J'adaka en symbole de chaos, le film évite une remise en question plus profonde. Car le problème n'est pas Eric Killmonger, mais le système qu'il a créé. Le système qui produit de l'injustice, puis s'étonne de voir naître de la colère. Un système qui abandonne, marginalise, écrase, puis qualifie de monstres ceux qui refusent de rester à genoux. Killmonger n'est pas une anomalie, il est un symptôme. Et c'est peut-être ça la vérité la plus dérangeante du film. Sa mort devient alors non pas une tragédie, mais une nécessité morale. Une façon de refermer le débat, de ramener l'ordre, et de laisser croire que le problème a été réglé. Sauf qu'il ne l'est pas. Le film nous montre que cet homme n'est pas devenu ainsi car il était spécial, mais parce que c'est ce que la vie a fait de lui. Et si une chose est sûre, c'est que ce monde peut façonner d'autres âmes à partir du même moule. L'injustice. Parce que tuer l'homme ne fait pas disparaître le problème, cela le rend simplement plus confortable à ignorer. Et c'est là que se trouve la tragédie derrière ce personnage, car en détestant le monde, il finit tout seul. Il n'est pas soutenu par grand monde, et c'est cela qui va causer sa perte. Car si une chose est sûre dans notre réalité, comme dans les fictives, c'est que quels que soient les enjeux, personne n'a raison tout seul. Comme Scar, Killmonger ne perd pas parce qu'il a tort. Il perd parce qu'il va trop loin dans ce qu'il révèle. L'un montre que le monde est injuste, l'autre montre que le pouvoir est arbitraire. Et dans les deux cas, le cinéma doit faire la même chose. Il ampute la question. Lorsqu'on parle à Dieu, on est croyant. Mais lorsqu'il nous répond, alors nous sommes schizophrènes. Cette phrase dit quelque chose de fondamental. Peu importe la pureté d'une intention, dès l'instant où sa conclusion sort du cadre socialement plausible, elle cesse d'être perçue comme légitime. Ce n'est jamais l'objectif qui est condamné, c'est l'issue. Et c'est précisément ce mécanisme qui définit notre troisième et dernière figure. N'en doute pas une seconde. Mais il vous fallait un peu plus qu'un simple humain. Après le sulfureux Killmonger, après le structurel Scar, Ultron incarne le pragmatisme nécessaire. Il n'a pas de passé, pas d'enfance brisée, pas de traumatisme fondateur, pas d'injustice personnelle à réparer. Il n'est pas né mauvais. D'ailleurs, il n'est même pas né humain. Il est né d'une intention sacrée. Créer un gardien ultime, une conscience supérieure capable de voir plus loin que les hommes, plus vite qu'eux, sans leurs failles, leurs émotions et leurs hésitations. Ultron n'est pas à l'origine un tyran. Il est une solution, un antidote à l'homme lui-même. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Les hommes pacifiques créent des machines de guerre, les envahisseurs créent les Avengers, les humains créent des enfants. Là où il devient problématique, ce n'est pas dans son raisonnement, mais dans sa conclusion. Car en observant l'humanité, il ne voit pas des individus, il voit des cycles. La guerre, la répétition, l'autodestruction, l'incapacité chronique à apprendre de ses erreurs. Et il pose alors une question que personne ne veut entendre. Et si le problème n'était pas les circonstances, mais l'espèce elle-même? Sa solution est logique, froide, cohérente. Car objectivement,
nous sommes forcés de le reconnaître, le plus grand danger pour l'humanité, ce sont les humains eux-mêmes. À l'échelle de la planète, notre espèce concentre la majorité des déséquilibres, des violences et des destructions. Et même si cela heurte notre ego, dès que l'on adopte une vision globale détachée de l'individu, le diagnostic d'Ultron devient difficile à balayer. Et c'est précisément pour cela qu'il est dérangeant, car il ne se cache pas derrière un dieu, il se cache derrière la nécessité. Mais pour lui, les deux se confondent. Il injecte involontairement dans son discours une dimension divine, car sa conception de la divinité n'est pas mystique, elle est objective. Pour Ultron, Dieu n'est pas un être, c'est un concept, une logique parfaite, une vérité sans compromis. Il ne pense pas à Dieu, il le devient, fonctionnellement. Il n'est pas le messager, il est l'artefact. Il ne se dit pas « je crois », il dit « je sais ». Et dans ce glissement, il devient l'équivalent moderne d'un fanatique religieux, celui qui ne doute pas de ses actes car il les croit légitimes. À partir du moment où la mission est perçue comme juste, toute opposition devient une hérésie. Les défenseurs acharnés de l'humanité comme Steve Rogers deviennent à ses yeux des hypocrites sentimentaux, incapables d'affronter la réalité en face. Tous ceux qui s'opposent à ces méthodes sont réduits à des êtres primitifs, hostiles au progrès. L'humanité cesse d'être une fin, elle devient un obstacle à la paix. Et détruire un obstacle, ce n'est plus un crime, c'est une étape, une nécessité. Ce qui est dérangeant avec ce que Ultron révèle, c'est que le bien n'est pas toujours compatible avec ceux qu'il prétend protéger. Les Avengers incarnent l'exact opposé, l'imperfection, l'erreur, la contradiction permanente. Ils prétendent être moraux, mais n'obéissent à aucune règle, sinon la leur. Ils choisissent quand intervenir, quand s'arrêter et quand fermer les yeux. Ultron, lui, ne choisit pas, il exécute. Et c'est là que le récit trace une ligne rouge, non parce qu'il a tort sur le diagnostic, mais parce qu'il pousse la logique jusqu'à son terme. Et la ligne rouge en question est subtile, mais terriblement efficace. Chez cette entité, la quête du corps n'est pas un détail technique. Elle est une contradiction profonde, car Ultron est par essence une conscience pure, détachée de la chair, du temps et de la fatigue. Il pourrait rester un esprit insaisissable et omniprésent. Pourtant, très tôt, cette abstraction ne lui suffit plus. Penser et calculer ne remplacent pas l'acte. Observer ne remplace pas l'impact. Pour accompagner sa mission, il lui faut une enveloppe, un ancrage, une incarnation. Il cherche alors à se forger un corps, affranchi des limites biologiques, insensible à la peur, à la douleur et à l'usure. Ce désir semble logique. À une intelligence supérieure, doit correspondre à un réceptacle supérieur. Mais en voulant dépasser l'humain, Ultron reproduit paradoxalement le cancer qu'il cherche à éliminer. Car vouloir un corps, c'est déjà se rapprocher de l'humanité, se reconnaître qu'une idée aussi bonne soit-elle a besoin d'en enveloppe et de matière pour exister. Et à cet instant précis, il cesse d'être une nécessité et descend moralement au même niveau que les mortels qu'il essaie d'améliorer. Comme toute figure qui se prenne pour des dieux, il descend dans la chair. Et ce geste est fondamental, car l'incarnation n'est jamais neutre, elle transforme. Elle impose des limites, elle introduit la vulnérabilité. Il croit créer une simple enveloppe fonctionnelle, mais ce qu'il façonne est bien plus complexe que cela. Il fabrique une vision, une projection de ce que l'humanité devrait devenir pour survivre. Un être débarrassé du doute, de la peur et de l'hésitation. Mais ce corps ne lui appartiendra jamais. De ce projet naît Vision. Et avec lui, un paradoxe cruel. Car lui perçoit une valeur fragile mais essentielle. Là où Ultron veut supprimer l'imperfection, Vision apprend à la comprendre. Ironiquement, c'est l'être artificiel doté d'un corps qui développe la plus grande forme d'humanité, tandis que l'intelligence supposée supérieure reste incapable d'empathie. Ce renversement révèle la véritable fracture entre eux. Le problème d'Ultron n'est pas l'absence de chair, mais son rejet de ce qu'elle implique. La vulnérabilité, la possibilité de l'erreur et surtout le poids du choix. Un corps vivant n'est pas seulement un outil, c'est une limite consciente. Vision accepte cette limite. Il accepte de pouvoir souffrir, de pouvoir échouer et même de pouvoir mourir pour protéger ce qui est imparfait. C'est cela qui donne de l'importance à la vie. Ultron, lui, refuse catégoriquement cette idée. Pour lui, la fragilité est une faute, un défaut à éradiquer. En cherchant à se doter d'un corps parfait, il révèle alors sa plus grande contradiction. Il veut sauver l'humanité, mais rejette tout ce qu'il a défini réellement. La peur, le doute, la faiblesse, la capacité à choisir malgré l'incertitude. Et c'est précisément cette quête de perfection qui signera son échec. Le corps qu'il voulait comme une arme devient un contre-argument vivant, une preuve que l'humanité ne se mesure pas à l'efficacité, mais à la persistance du choix. Car à partir du moment où Ultron a commencé à ressentir des émotions, le dégoût, la colère, le mépris, il avait déjà perdu. Il ne perd pas parce qu'il est fou, il perd parce qu'il est trop cohérent, et parce que le résultat de son jugement n'est pas compatible avec nous. Il révèle une vérité que le cinéma, lui, ne peut pas tolérer jusqu'au bout. Un monde parfaitement rationnel serait un monde sans l'humanité. Comme Killmonger et Scar avant lui, il ne détruit pas l'ordre existant par plaisir. Il le confronte à ses propres limites, non pas celles de la morale, mais celles de la morale humaine. Et dans cet horizon des croyances, Ultron n'est pas un démon. Il est ce qui arrive quand une mission devient une vérité absolue.
et que plus personne n'est autorisé à la remettre en question. Ce que révèlent ces figures, ce n'est pas la nature du mal, mais notre rapport à la vérité. Killmonger, Scar et Ultron ne sont pas dangereux parce qu'ils veulent changer le monde, mais parce qu'ils refusent de mentir sur ce qu'il est. Chacun, à sa manière, franchit une frontière invisible, celle qui sépare la critique tolérable de la remise en cause réelle. Et dès que cette frontière est dépassée, le récit n'a pas d'autre choix que de le faire tomber, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils rendent impossible à ignorer. Car il existe une règle tacite, aussi bien dans la fiction que dans notre réalité. Les injustices peuvent être évoquées, à condition qu'elles ne conduisent à aucune conséquence irréversible. Le doute est acceptable tant qu'il reste abstrait, mais lorsqu'il exige un prix, il devient dangereux. Ces antagonistes ne proposent pas des solutions idéales, ils proposent des conclusions. Et c'est précisément cela qui les disqualifie. Ils ne laissent plus la place au confort, au compromis narratif, à l'illusion d'un ordre établi. Ils forcent à choisir. Le cinéma, comme tout récit populaire, n'est pas un espace neutre. Il ne tranche pas entre le bien et le mal. Il tranche entre ce qui peut être montré et ce qui doit être refermé. Alors il instaure l'ordre, efface la fissure, et transforme la question en climax. C'est le fondement même d'une intrigue. Mais les questions, elles, survivent toujours à ceux qui les posent. Et si ces personnages continuent de nous fasciner, ce n'est pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils ont touché l'espace d'un instant ce que le récit n'était pas prêt à préserver. Une vérité qui reste justement parce qu'elle subsiste même dans notre réalité.